Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Alors, Valérie Pécresse, qui est notre invitée, la première fois en effet, puisque cette émission a commencé il y a tout juste un an, jour pour jour. Voilà, et donc ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Valérie Pécresse, députée des Yvelines, coordinatrice pour les élections régionales à l'UMP. On va commencer par parler de l'intervention du président ce matin. Il nous a annoncé qu'il espérait un 1% de croissance pour relancer la machine. Vous y croyez à ce pourcent-là ? Écoutez, je trouve ça un petit peu surréaliste que François Hollande se félicite d'une croissance qui vient essentiellement de l'extérieur. Aujourd'hui, les moteurs de la France, les moteurs de la croissance française sont complètement à l'arrêt. Et le sujet, c'est pas de se réjouir. Vous savez, le président, il avait une conception l'année dernière qui était un peu météorologique de la croissance. Il nous disait, ne vous inquiétez pas, après la pluie, le beau temps. Là, en ce moment, il a une conception astrologique de la croissance. Alors, c'est nouveau, c'est les astres sont alignés, donc la croissance revient. Moi, j'ai l'impression d'avoir un président qui est commentateur plutôt qu'acteur. Alors, il nous dit, oui, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, le prix du pétrole n'a jamais été aussi bas, donc tout va bien, la croissance reprend aux États-Unis. On a l'impression notre destin est remis dans les mains de tous ceux qui, à l'extérieur, prennent des décisions. Ils sont des acteurs, la Banque centrale, les pays producteurs de pétrole, les États-Unis. Donc, il y a des acteurs à l'extérieur de la France qui tirent finalement la croissance française peut-être jusqu'à un petit 1%. Mais nous, la France, on ne peut pas rallumer nos propres moteurs. On ne peut pas être acteur de notre propre destin. Et moi, quand je vois François Hollande... Avec la loi Macron. Alors, la loi Macron, moi je l'ai dit, penser que la loi Macron va ramener de la croissance, c'est comme penser qu'on va irriguer le désert avec un arrosoir. On irrigue le désert avec un arrosoir, on ne fera pas pousser grand-chose. Donc, la loi Macron, c'est une petite loi. C'est pas mieux que rien quand même. Bien sûr, mais c'est dérisoire par rapport à la gravité des problèmes. Et quand François Hollande nous parle d'audace toute la journée, moi je ne vois que reculade toute la journée sur le contrat unique de travail. Jean Tirole, notre prix Nobel, Manuel Valls nous disent c'est nécessaire. On en parle une fois, on n'en parle plus. Les 35 heures, Emmanuel Macron, un moment pris d'audace avant qu'il soit ministre, nous dit... Juste quelques heures avant d'être ministre. Quelques heures avant d'être ministre, quand il avait encore sa liberté de parole, nous dit il faut absolument assouplir tout ça. Il est ministre, il nous fait la loi Macron, chercher l'erreur. Et puis ensuite, pareil sur les seuils sociaux. Manuel Valls, discours de politique générale, nous dit ces seuils sociaux qui bloquent les entreprises, qui les empêchent de recruter, de grossir, de grandir au-delà de 50 salariés. Et là, l'histoire des seuils sociaux n'est plus dedans. Donc moi, cette loi Macron, pour l'instant, c'est une toute petite loi. Il y a quand même des gens qui, à l'UMP, sont intéressés par la loi Macron. Des gens bien sûr, comme Mariton, Lefebvre, c'est toujours mieux de travailler. Attendez, c'est toujours mieux de travailler 12 dimanches que 5. Mais je les mets en garde, ceux qui disent d'ores et déjà ce qu'ils vont voter. Je les mets en garde, parce que la loi Macron, c'est un peu comme une pièce, vous voyez. Elle est sur la tranche aujourd'hui, et elle peut tomber du côté pile ou du côté face. Ça dépend du nombre d'amendements. Ça dépendra du nombre d'amendements qui seront pris. Et ça dépendra quels amendements seront retenus par le gouvernement. Parce que si le gouvernement retient les amendements des fondeurs, on va peut-être faire une loi, tenez-vous bien, pour passer de 5 dimanches travaillés à 7. Ce serait merveilleux. Enfin, faire une loi pour ça, 5 à 12, c'est déjà mieux que rien. Mais là encore, sur cette histoire du travail le dimanche, moi je ne suis pas pour la société du tout marchand. Mais je considère qu'aujourd'hui, on devrait aller vers beaucoup plus de liberté et de souplesse. Que dans certains territoires, parce que les conditions de vie sont telles que, on se retrouve, comme en Île-de-France par exemple, obligé le samedi de se retrouver dans des centres commerciaux totalement cramés, alors qu'on a 2 heures de transport par jour en semaine. Il y a des endroits où, effectivement, ouvrir les petits commerces le dimanche ça donne de la qualité de la vie. Et ça donne la qualité de la vie familiale, contrairement à ce qu'on dit. Parce que, justement, on peut se reposer et ne pas se retrouver tous les samedis obligé d'aller faire ses courses comme on va, à la caserne. Valérie Pécresse, je vous regarde et je ne vous vois jamais indulgente vis-à-vis de François Hollande. Est-ce qu'il a des qualités ? Écoutez, alors là, vous ne m'avez pas écouté récemment parce que j'ai été très gentille avec lui sur un sujet qui est le sujet de l'euthanasie. En effet, oui. L'euthanasie, d'ailleurs, je déteste ce mot et je ne l'emploierai pas. Mais sur la loi fin de vie, heureusement, parce que sinon je ne voterai pas sa loi. Mais sur cette question de la fin de vie, il a reculé par rapport à ce qu'il avait dit. Il avait parlé d'euthanasie, il avait parlé de suicide assisté. Il a mis en place une méthode qui contraste complètement avec celle la non-méthode du mariage gay, où il était allé en force, il avait dit c'est comme ça et pas autrement, où il a crispé toute la population. Là, il a utilisé une méthode
qui est pour moi la bonne méthode sur les sujets de société. Il a dit à deux grands experts parlementaires, gauche et droite, de se mettre ensemble, d'écouter tout le monde. Et il est arrivé avec cette proposition de loi, qui est une proposition de loi qui moi, m'intéresse. Qui améliore la loi Néonetti. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse choisir sa fin de vie et que le malade puisse exprimer des vœux, un vrai testament de fin de vie, et que les équipes médicales soient liées par nos souhaits, comment on veut finir notre vie, et puis aussi d'aider les familles à pouvoir prendre les bonnes décisions et que ce soit vraiment un pouvoir qui soit organisé pour qu'on puisse alléger les souffrances de la fin de la vie, parce que le vrai sujet, c'est celui-là. Et vraiment, il a travaillé François Hollande et il a fait travailler les parlementaires de la bonne manière, et c'est rare que je sois aussi laudatrice, mais moi, cette loi sur la fin de vie, non seulement elle m'intéresse, mais si elle n'est pas dénaturée, là encore, par le débat parlementaire, je la voterai. Puisqu'on parle de sujet de société, l'affaire de ce nourrisson dont on a refusé l'inhumation à Champlan, ça vous a choqué? Vous avez besoin d'en savoir davantage? Écoutez, quand on est face à la douleur épouvantable de la mort d'un bébé, on doit laisser parler son cœur. C'est pas une question administrative ou c'est pas une question de concession de cimetière. On doit autoriser l'inhumation. Et je pense que c'est impossible d'interdire cette inhumation. C'est impossible humainement et c'est même moralement condamnable. Mais je pense d'ailleurs que le maire s'en est rendu compte puisqu'il a démenti, il s'est excusé. Enfin bon, je crois que la page est close. Je pense que la page est close. Mais je crois que c'était effectivement pour le moins maladroit. Alors, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, chargé dans l'équipe de Nicolas Sarkozy de coordonner les élections régionales. Est-ce que ça va être plus facile à 13 qu'à 25 régions? Est-ce que c'est plus, ou ça change la donne? Sur les élections régionales, on est dans le grand comique. On nous a changé la date, on nous a changé 4 fois la date. On ne sait toujours pas d'ailleurs quelle est la bonne date, puisque juste avant de partir en vacances, on a eu une rumeur qui disait que François Hollande voulait plus que ce soit en décembre, mais que ce soit en octobre finalement, à cause de la conférence sur le climat. Donc on ne sait toujours pas la date. Ce sera en gros 6 mois après. On nous a changé les frontières. On nous a changé les frontières. Donc nous ne connaissons les frontières des nouvelles régions que depuis décembre. On ne connaît même pas les capitales. On ne connaît même pas les noms des futures régions sur lesquelles nous allons candidater. Strasbourg qu'on connaît pour. Oui, Strasbourg pour l'Alsace. Mais enfin, l'Aquilipois, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Il y en a un qui a fait un jeu de mots qui a dit on pourrait l'appeler à poil, à Poitou, Charente, Limousin, à poil. Enfin bon, donc on n'a pas les noms des régions, on n'a pas les capitales, on n'a pas les territoires, on n'a pas la date et on n'a pas non plus les futures compétences. Ça, c'est le plus important. Ce serait quand même assez utile de savoir. Mais alors, rassurez-vous, c'est encore pire pour les départementales, puisque les départements, ils vont faire campagne pour les départementales en mars, sans savoir quelles seront les compétences des collectivités pour lesquelles ils font campagne. On est dans l'absurde. C'est voyage en absurdie, voyage en landie, voyage en absurdie. C'est pas très grave, vous me direz, mais enfin quand même, c'est quand même un manque de respect vis-à-vis des électeurs et de la démocratie locale qui est terrible. Donc moi, c'est pas très grave. Nous, on est l'opposition. Ce qu'on souhaite, c'est courir le marathon, même si on ne connaît pas la ligne de départ, ni la ligne d'arrivée, ni les règles du jeu. Donc on va courir le marathon. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces élections territoriales? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut montrer ce que serait la gestion de la droite si on était au pouvoir dans les territoires par rapport à la gestion de la gauche. Donc, on veut faire de ces élections territoriales un laboratoire et un laboratoire d'expérimentation et faire lever un nouvel espoir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait vraiment redévelopper les régions? Comment est-ce qu'on pourrait réformer la formation pour donner de l'emploi? Comment est-ce qu'on pourrait avoir une gestion beaucoup plus, efficace de la recherche, de l'innovation? Toutes ces questions-là sont des questions qui touchent aux compétences, au cœur de compétences de la région. Formation, éducation, recherche et transport, logement. Donc sur tous ces domaines-là, on va essayer d'en faire des laboratoires. Alors vous, au moins, en ce qui vous concerne, vous savez ce qu'est le périmètre de votre région. Oui, moi, il n'a pas changé. Ça bouge pas. Voilà, il n'a pas changé. Région Île-de-France. Donc vous allez vous représenter à nouveau sans doute face à Jean Pauluchon, votre avis? Ah ça, ils ont des primaires au Parti Socialiste. Mais il a envie d'y retourner. Ah, il est candidat, oui. Marie-Pierre de la Gontrie l'est aussi. Voilà. Et vous avez pris l'engagement, si vous êtes élu, par exemple, de ne pas accepter un poste de ministre après 2017. Je crois qu'aujourd'hui, les électeurs cherchent l'authenticité.
Ils en ont assez des candidats à tout. Et ils en ont assez des hommes politiques qui utilisent un mandat pour en faire un marchepied. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se présenter dans ces conditions-là. Moi, je suis restée en 2010 après ma défaite. Je suis restée parce que... un des enseignements que j'ai tirés, c'est que on ne pouvait pas gagner une région aussi grande, aussi complexe, aussi fracturée, aussi diverse que l'Île-de-France, si on ne la connaissait pas à fond. Et donc j'ai passé 4 ans à la parcourir de long en large, à en connaître chaque chemin, chaque problème, chaque territoire. Et aujourd'hui, je suis vraiment en mesure, avec mes équipes, avec les élus locaux qui me soutiennent, nous sommes vraiment en mesure de présenter une vision pour cette région. Et je le dis, c'est pas n'importe quelle région l'Île-de-France, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Île-de-France qui tire le développement de la France. Avant, il y avait Paris et le désert français. Quand on mettait des richesses à Paris, on les enlevait aux autres régions. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les régions sont en réseau, les sièges sociaux sont à Paris. Tous les sièges sociaux qu'on arrivera à faire venir à Paris dynamiseront par les filiales qui seront installées en France. Pendant ce temps-là, dans les régions, ils souhaitent justement rapatrier un certain nombre de sièges sociaux dans leur propre région. Ils souhaitent surtout rapatrier des centres de production, des centres de recherche. Pour l'emploi. Et se spécialiser. Et je pense qu'on peut travailler aussi à faire des vraies spécialisations de territoire. Et de ce point de vue, je pense que l'Île-de-France peut jouer un rôle majeur, notamment en mettant en place des réseaux de recherche, comme je l'avais fait quand j'étais ministre. Ministre de l'enseignement et de la recherche. Et bon, vous avez votre propre combat, donc celui d'Île-de-France, mais il y aura aussi le combat des autres. Comment vous allez faire en tant que responsable UMP, justement de la coordination de ces régionales, pour, par exemple, trancher entre Laurent Wauquiez, qui est désormais votre secrétaire général, et Michel Barnier, dans la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne? Alors, c'est vrai que nos électeurs en ont un petit peu assez qu'on se tape dessus et qu'on se divise. Ben oui. Donc, du coup, ils attendent beaucoup de la nouvelle équipe, notamment de Nicolas Sarkozy, pour essayer de faire émerger des candidatures les plus consensuelles possibles et faire en sorte qu'on ait le moins de division possible à droite. Donc, c'est aujourd'hui ce à quoi je m'attelle. On est dans une période de concertation pour essayer de faire émerger des candidatures qui soient des candidatures qui fassent le plus large consensus, de façon à ce que les primaires, s'il y en a, parce qu'il y en aura peut-être dans certaines régions, eh bien, ne soient qu'en dernier recours, j'allais dire, l'outil qui départagera les candidats qu'on n'aura pas réussi à départager avant. Mais on a tout ce travail à faire aujourd'hui. Et si c'est le numéro 2 de l'UMP ou numéro 2 bis qui se présente face à quelqu'un qui revient de Bruxelles, par exemple, il part pas gagnant. Pour l'instant, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le résultat des courses, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire émerger en Rhône-Alpes-Auvergne une seule candidature qui fasse consensus. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Il est 19h27 sur Radio Classique. Dans un instant, 24 heures du monde, l'actualité internationale. Ce soir.